Bienvenue pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, 68 milliards de dollars nécessaires à l'exécution de 16 projets prioritaires. Ce sont les conclusions du sommet du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement en Afrique sur les infrastructures, qui s'est tenu ces 14 et 15 juin 2014 à Dakar. Le Parlement tunisien s'accorde à organiser les élections présidentielles et législatives avant la fin de l'année 2014. Un calendrier électoral sera énoncé avant la date du 23 juin, mais la décision est loin de faire le consensus. Et puis rompre la malédiction et accéder au moins aux demi-finales de la compétition, c'est l'objectif décomplexé que se fixent les sélections africaines engagées au mondial de football. Le Nigeria et le Ghana sont en lice ce lundi, deux rencontres que nous aborderons avec notre invité, notre journaliste José Douglas. Mais avant de développer ces titres, le Kenya, une nouvelle fois frappé de plein fouet par une attaque terroriste. Ce dimanche, une cinquantaine d'assaillants ont ouvert le feu dans une localité proche de Lamu, une zone touristique. L'opération, qui porte la marque des islamistes somaliens d'Al-Shabaab, n'a pas encore été revendiquée. Mais avec 49 morts, elle s'inscrit comme la plus meurtrière depuis l'attaque du centre commercial Westgate de Nairobi en septembre 2013. Au Sénégal, samedi 14 et dimanche 15 juin, s'est tenu à Dakar un sommet sur le financement des infrastructures en Afrique. 2 journées de réflexion et de concertation qui ont réuni experts du secteur public, privé et les chefs d'État africains en présence. À l'issue de cette rencontre, de nouveaux mécanismes de financement ont été décidés. Les détails de Nicolas Kukel, notre envoyé spécial à Dakar. Le sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique a ouvert la voie à un véritable plan de développement des projets prioritaires d'infrastructures continentales. La présence de nombreux experts, partenaires et acteurs du développement à cette rencontre devrait donner un nouvel élan à la conception et au financement des 16 projets clés du PIDA, tels que la modernisation du chemin de fer Dakar-Bamako, le projet hydroélectrique de Sambangalou ou le corridor côtier Abidjan-Lagos. La rencontre de Dakar a permis de mettre ensemble à la fois les partenaires techniques et financiers multilatéraux, les institutions africaines, de la Commission de l'Union africaine jusqu'aux communautés économiques régionales, mais aussi le secteur privé, à la fois africain et international. Et ensemble, on vu les contraintes qui pèsent sur le montage des projets en Afrique. Nous avons identifié aussi les difficultés, les lenteurs et aussi les avantages qu'il faut mettre en exergue. Ces 2 journées de concertation dans la capitale sénégalaise ont permis de renforcer les synergies novatrices entre le secteur public et privé afin de mobiliser des investissements africains et étrangers pour le financement des infrastructures. 68 milliards de dollars sont nécessaires pour l'exécution des 16 projets prioritaires contenus dans ce plan. Nous avons mis l'accent sur les moyens aptes à promouvoir les investissements ainsi que les solutions visant à régler les défis qui sont liés à la préparation des projets. Nous invitons le secteur privé à s'engager davantage pour le financement de projets choisis par le sommet comme étant le premier pas vers la réalisation de ces projets d'ici à 2020. À l'issue de ce sommet, l'agenda de Dakar pour l'action, une véritable feuille de route des actions concrètes en vue du financement et du développement des infrastructures en Afrique a été établi. Il sera présenté dans une dizaine de jours à Malabo, en Guinée équatoriale, lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. En Tunisie, après plusieurs mois de discussion, le Parlement vient de voter pour la tenue des élections législatives, puis présidentielles avant la fin de l'année 2014. C'est pour les islamistes d'Ennahda, il était évident que les élections législatives devaient avoir lieu avant le scrutin présidentiel. Pour certains opposants, l'avis n'est pas partagé. Les précisions d'Amina Tadjak. Les partis politiques tunisiens ont voté vendredi pour la tenue des élections législatives puis la présidentielle avant fin 2014. 12 des 18 formations représentées au Parlement se sont mis d'accord sur l'ordre des élections, un consensus qui toutefois continue de faire débat au sein de la classe politique. Il est évident que si on inverse le calendrier électoral et qu'on élise les députés avant le président de la République, cela donne sans aucun doute une légitimité supplémentaire au Parlement lui-même. L'idée est de savoir est-ce que cela va apaiser ou pas.
oui, si on arrive à un accord plutôt consensuel, ce qui semble être le cas, la contradiction entre les deux grands partis ténors de la vie politique tunisienne, on peut penser qu'évidemment cela risquerait de créer des frictions à l'avenir, même si le consensus actuel est évident et il est visible. Cette décision du Parlement devrait permettre de fixer les dates définitives de ces scrutins, même si pour la plupart des opposants, c'est l'inverse qui aurait dû s'imposer. Le parti donc de Bajira et de Sebsini d'Atouns, qui lui naturellement n'a pas de députés, en tout cas n'existait pas au moment de l'élection législative de l'Assemblée constituante, et donc ils sont plutôt intéressés par une élection présidentielle d'abord parce que ça va leur donner une légitimité forte, et ça donnerait une légitimité forte à Bajira et de Sebsini si jamais ils sortaient élu de ce suffrage-là. L'Assemblée nationale constituante doit à présent voter la loi fixant les dates des scrutins. Le calendrier des élections, quant à lui, devrait être adopté avant le 23 juin, date du début des inscriptions sur les listes électorales. Du sport pour terminer ce journal avec la Coupe du Monde de football. Et un grand prétendant africain affronte l'Iran ce lundi. Les Super Eagles, champions d'Afrique. Le Nigeria est dans le groupe F, une poule relevée puisqu'elle comprend la Bosnie et la redoutable Argentine. L'enjeu pour les Super Eagles est de faire briller le continent le plus loin possible dans la compétition, comme nous l'explique ce sujet de Guillaume Durand. L'Afrique peut-elle briser la malédiction et voir une de ses équipes se hisser en demi-finale d'une Coupe du Monde? C'est en tout cas l'avis du sélectionneur du Nigeria Stephen Keshi, pour qui cette 20e édition est très ouverte. Je pense que ce tournoi est très ouvert. Je ne vois pas plus de grands noms dans une équipe ou dans une autre. Il y a bien sûr des nations qui ont déjà gagné le respect dans les compétitions passées, mais c'est aux joueurs de faire la différence. Le Nigeria, vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, débarque en tout cas au Brésil en pleine confiance. Un élan qui pourrait profiter aux Super Eagles à quelques heures de leur premier match face à l'Iran. Je pense que chaque match sera difficile et qu'il ne faut sous-estimer personne. Un premier match, c'est toujours compliqué et les deux équipes voudront les 3 points. Nous venons pour gagner, mais eux aussi, ce sera une rencontre disputée. Si le Cameroun s'est incliné contre le Mexique, la Côte d'Ivoire a fait un premier pas vers le second tour en disposant du Japon 2-1. Outre le Nigeria, le Ghana et l'Algérie, respectivement opposés aux États-Unis et à la Belgique pour leur premier match, tenteront de faire briller le football africain au Brésil. Et pour aborder plus en détail ce mondial de football, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif José Douglas. Alors José, bonjour. Bonjour, Kessie. Alors quel est le programme de la journée? Oui, vous l'avez dit, avec ce lundi, un programme très alléchant. D'abord, nous allons le voir en tableau pour le groupe G, Allemagne contre le Portugal et Ghana contre les États-Unis. En groupe F maintenant, vous allez le voir, Iran, Nigeria, l'équipe de Stephen Keshi qui ne devrait pas rencontrer de grosses difficultés pour battre l'Iran. Mais côté iranien, on est serein. Écoutons l'entraîneur Carlos Queiroz. Nous sommes ici parce qu'une fois de plus, dans la vie d'un groupe de joueurs, d'entraîneurs, de personnes et avec une grande détermination, une forte conviction, un engagement total, nous avons prouvé qu'il est toujours possible de rêver. Et puis, nous suivrons toutes ces rencontres et je vous propose d'écouter l'analyse d'avant-match de Luc Sonor, ancien joueur pro et consultant radio et télévision. Il parle d'Allemagne-Portugal, Iran-Nigeria et Ghana-États-Unis. Sans contestation, honnêtement, je vois l'Allemagne battre le Portugal. D'autant plus que Cristiano Ronaldo n'est pas au mieux, il ne s'est pas encore vraiment entraîné, il n'a pas fait de match amicaux. On a Pep, le meilleur défenseur du Portugais également, qui a des problèmes de mollet, le défenseur du Real. Contrao, qui a été blessé également, le latéral du Real. Je vous cite toutes les stars. Moutinho, qui n'a pas fait une grosse saison non plus du côté de Monaco. Donc c'est ce qui me fait penser que l'Allemagne devrait disposer du Portugal. Iran, Nigeria, bien entendu, le Nigeria, il n'y a même pas de question à se poser par rapport à ce qu'a produit le Nigeria. L'Iran est vraiment en dessous. Et Ghana, États-Unis, ça c'est un match très important avec mon ami Klinsmann à la tête des États-Unis. Mais j'espère de tout cœur que le Ghana va nous montrer ce qu'ils nous ont montré en Coupe d'Afrique, une équipe soudée. Ils ont gardé le même coach. Ils ont gardé la même ossature. Donc c'est rassurant.
Voilà, eh bien que c'est une journée qui sera encore très riche en émotions ce lundi pour le mondial. Bien, merci José pour cet avant-goût. Je rappelle que vous êtes notre journaliste sportif. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.